Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette masterclass du GIJN avec Madame Marta Mendoza. Je m'appelle David Kaplan et je suis très heureux de vous accueillir ici. Bonjour aux États-Unis, bon après-midi en Europe et bonsoir en Asie. Et nous sommes très heureux de vous accueillir ici aujourd'hui. Notre invitée aujourd'hui est l'une de mes journalistes préférées. Martha est une journaliste qui a remporté 2 fois le prix Pulitzer. La première fois en l'an 2000, car elle avait travaillé avec une équipe de l'Associated Press qui avait, découvert le massacre de Coréens par, des soldats américains lors de la guerre de Corée. Ensuite, en 2016, elle a remporté le prix Pulitzer à la suite, d'un article qui parlait de l'esclavagisme lié à la pêche en Asie du Sud-Est, pêche, ensuite vendue, en Amérique. Et elle a ainsi contribué à libérer plus de 2000 pêcheurs dans cette région. Et vous vous demandez peut-être, quel est le, profil psychologique de quelqu'un qui peut remporter 2 prix Pulitzer ainsi. Et donc j'ai fait de la recherche sur Martha. Elle a joué au football pour l'université de Californie, n'est-ce pas? Pour Santa Cruz, oui, oui, d'accord, c'est elle a aussi écrit pour le journal de l'école et elle a également, jouer d'autres instruments et donc voilà ce qui donne une journaliste hors pair. Un journaliste hors pair qui est devenu journaliste en 95, qui a travaillé à la Silicon Valley, à New York City, à Mexico City et ailleurs encore. Elle a eu une carrière exemplaire et a grandement soutenu notre réseau de journalisme d'investigation. Nous sommes un hub mondial pour les journalistes d'investigation. Nous fournissons à but de façon non lucrative des formations pour nos 235 organisations membres dans 89 pays et nous œuvrons en vue de construire cette infrastructure qui permet de faire du journalisme d'investigation. Et voilà, sans plus tarder, donnons, heu, la parole à Martha dans un instant. Martha, aujourd'hui, va, mmh, nous parler de sa feuille de conseil pour analyser l'influence des États-Unis à travers le monde. Et il est important, en effet, que les journalistes comprennent comment leurs pays sont impactés par Washington et comment faire, du journalisme de qualité à cet égard. Et puis, on va aussi voir ce que font vos pays aux États-Unis. Autre petite note, sachez qu'on ne pointe pas du doigt les États-Unis ici. Nous étudions toutes les grandes puissances, tous les grands pays qui peuvent peser dans la balance. Et d'ailleurs, sur notre site web, vous pouvez trouver des ressources qui expliquent comment hum, la Russie, joue dans l'arène géopolitique et idem pour ce qui est de la Chine et le poids de Pékin et du business, chinois dans la géopolitique mondiale. Alors autre note, si vous avez des questions, cher public, surtout n'hésitez pas à utiliser l'option questions-réponses et on essaiera d'aborder autant que faire se peut cela. Vous pouvez commencer à utiliser l'option questions-réponses dès à présent. Autre point, que vous savez déjà si vous entendez cette voix, aujourd'hui, il y a des services d'interprétation qui sont disponibles en français, en anglais, en espagnol, en russe et en arabe. Vous n'avez qu'à cliquer sur l'onglet interprétation en bas de votre écran et à choisir votre langue préférée, le cas échéant. Voilà. Maintenant, je vais donner la parole à Martha. Et Martha, on va, comme prévu, essayer de prévoir suffisamment de temps pour les questions et réponses. Donc voilà, à vous.
Merci David. Bonjour, bon après-midi, bonsoir à toutes et tous et merci au GIJN. Lorsqu'on organise ces sessions en présentiel, mmh, il y a toujours beaucoup, de cris, de voix dans la salle. Alors ici, on ne peut pas faire entendre sa voix sur Zoom, mais n'hésitez pas à interagir avec l'onglet questions-réponses. Je me souviens de nos premières réunions il y a 10 ans et oui, j'aimerais aujourd'hui aussi avoir vos commentaires, notamment concernant vos pays et merci aussi aux interprètes, dit madame, qui vont, permettre de transmettre l'information avec le plus grand nombre. Merci beaucoup madame. Alors, comme David l'a dit, oui, aujourd'hui, on va se pencher sur la transparence venant des États-Unis. Mais si vous pouvez, s'il vous plaît, me partager ou partager avec le GIJN des façons qui permettent de passer au crible votre pays ou les entreprises de votre pays, nous vous en serons, serons gré. Alors maintenant, premier transparent. Sur quoi est-ce que, le gouvernement des États-Unis dépend de l'argent dans mon pays? Alors, si, vous pouvez, choisir votre pays ici, vous pouvez ensuite, en fin de journée, si vous le souhaitez, écrire un article. Ici, le Bangladesh est très intéressant et je pense qu'on a plusieurs amis du Bangladesh dans la salle, donc je vais prendre celui-ci. Il est 19 heures si je ne me trompe au Bangladesh et cette base de données permet de faire des recherches par pays et par an, mais aussi de télécharger des graphiques et des Excel. Et ici, il y a quelques onglets clés. Alors ici, on voit l'aide étrangère des États-Unis donnée au Bangladesh l'année fiscale 2020. Et ici, vous voyez un onglet clé, les obligations et les dépenses. Alors, les obligations sont selon les promesses et les déboursements, c'est ce qui a été bien fait. Et ici, vous pouvez descendre et vous pouvez voir concrètement les principales promesses qui ont été formulées en 2020 pour le Bangladesh. 125 millions pour un programme d'urgence, en l'occurrence. Ensuite, les partenaires clés, le Programme alimentaire mondial, le PAM, les Nations unies, et ensuite les différents secteurs. Alors, malheureusement, pour le Bangladesh, c'est très souvent les réponses d'urgence. Mais vous voyez aussi 10 millions pour les réfugiés, la crise des Rohingyas. Et ensuite, on peut vous cliquer sur toutes les activités si on veut rentrer dans le détail. Ici, vous pouvez voir qu'il est possible de télécharger toutes les données. Et pour ce qui est des obligations, en 2020, vous pouvez voir donc tout ça. Et bon, donc, si on clique ici, on peut voir le programme d'urgence au Bangladesh. On voit que cela se fait avec l'USAID. Les obligations, donc 125 millions, comme je vous l'ai dit. Maintenant, ce qui a été déboursé effectivement. Là, on voit qu'il y a 10 millions qui ont été déboursés dans le cadre de ce programme. On peut également se pencher sur les demandes de budget du président. Alors, il faut savoir qu'aux États-Unis, le président introduit tout d'abord une requête et ensuite c'est le Congrès qui alloue ces budgets. Et ensuite, c'est par le truchement de ce système que les dépenses se font et parfois cela passe également par la défense. Et ensuite, concrètement, il y a l'argent qui sort du portefeuille qui est déboursé. Et là, on voit qu'il y a 10 millions qui ont effectivement été dépensés dans le cadre de ce programme. Et ensuite, on peut également analyser les choses année après année. Alors là, on vient de voir 2020. Maintenant, on peut voir 2021 au Bangladesh. Et là, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup plus qui a été dépensé. 99 millions ont été dépensés dans le cadre du programme d'urgence du Bangladesh. Vous pouvez voir que la réponse à la COVID a également connu un boom en 2021. Cet outil permet d'analyser les tendances, les agences, mais aussi de voir ce qui va au-delà du gouvernement des États-Unis, mais là, il n'y a pas beaucoup d'outils. Pour moi, il vaut mieux télécharger les tableurs et ensuite rentrer dans le détail en local. Est-ce que vous avez des questions à ce sujet? Vous pouvez bien entendu cliquer sur ce point ici, Food for Progress, et là, avoir plus de détails
Là, je ne sais pas trop, mais bon, concrètement, parfois, on peut retrouver des documents additionnels liés à ces dépenses. Quoi qu'il en soit, une fois que vous avez le numéro de projet qui se trouve là et l'identifiant actif, vous pouvez utiliser la loi sur la liberté d'information et et là, demander davantage de données liées à ce projet. Et là, on voit que Land Lake est un partenaire de mise en œuvre. Alors, cela pourrait être une entreprise privée venant des États-Unis. Donc, attention, hola. Est-ce que vous avez des questions sur l'aide étrangère ou est-ce qu'on peut aller de l'avant? Je pense qu'on va aller de l'avant. Maintenant, je voudrais vous montrer usaspending.gov. Là, sur ce site, vous pouvez aller de l'avant grâce aux recherches que vous avez faites sur le site web précédent. Et là, vous pouvez analyser les choses contrat par contrat. Ainsi, si les États-Unis ont dépensé 99 millions en programme d'aide d'urgence au Bangladesh, eh bien, vous pouvez creuser là. Vous pouvez creuser là avec Contract Contracts et USA Spending. USA Spending qui est censé être plus lisible et accessible aux néophytes. Mais vous avez également des fonctionnalités de recherche avancées et vous pouvez analyser par pays et aussi par année fiscale. Et moi, j'utilise ce site web tout le temps. Forcément, si vous voulez trouver des choses plus avancées, je vous recommande de faire des recherches avancées. Là, vous pouvez choisir plusieurs années. Ici, on va toutes les prendre pour la démonstration. Et ensuite, si vous voulez filtrer par pays, vous pouvez justement choisir le pays qui vous intéresse là. Endroit d'exécution, ça c'est essentiel. Où est-ce que les travaux sont accomplis? Où est-ce que le contrat est exécuté? Et là, donc, comme vous pouvez le voir, il y a toute une liste. Tous les pays sont listés. Et on peut prendre le Mexique, là, par exemple. Alors, je ne sais pas si on a des Mexicains ici puisqu'il est 8 heures du matin, mais bon, là, on a pris le Mexique toutes les années. On va analyser quels sont les résultats. Quels sont les contrats du gouvernement au Mexique? Alors là, forcément, on a pris beaucoup d'années, donc on couvre beaucoup de temps et on a beaucoup de résultats. Alors, moi, en règle générale, j'aime filtrer les choses par date et prendre le résultat le plus récent. Attendez un instant. Alors, date de fin. Alors ici, on voit qu'il y a des problèmes, d'encodage de données. C'est toujours assez curieux quand ça arrive, mais bon, quoi qu'il en soit attendez. Alors ici, cela permet d'analyser les contrats, les subventions, les paiements directs, les emprunts. Pour le Mexique, au fil du temps, on peut avoir également une carte et aussi filtrer par catégorie. Alors ici, je vais tout décocher parce que là, c'est un peu curieux comme résultat et je ne vais prendre que les 3 dernières années. On va essayer comme ça, d'accord? Alors ça, c'est bien mieux. Et là, vous pouvez aussi cliquer sur Award ID, qui est donc l'identifiant du bénéficiaire de la prime. Attendez. Bon, nous sommes au Mexique, mais bon, si on clique donc sur cet identifiant, on peut obtenir des informations des plus intéressantes. Alors, qu'est-ce qui m'intéresse, moi, ici? Allez, ici, celui-ci. Boeing. Vous voyez que c'est le département de la Défense, le ministère de la Défense qui a octroyé cela et c'est Boeing qui a reçu le contrat.
Ici, on voit les dates du contrat. On voit que c'est prévu pour l'avenir et donc il y a des engagements considérables. 116 millions de dollars. Et il y a le système de classification d'industrie nord-américain. Donc, c'est des codes pour notamment la construction d'avions. Et on voit qu'il y a 116 millions, mais on pourrait monter jusqu'à près d'un demi-milliard. Et là, vous voyez les dépenses qui ont été effectuées jusqu'à présent. Et tout cela peut être remis dans des tableaux. Alors, ici, c'est pour des F-15 japonais, des options de F-15 japonais. Alors, ça pourrait être assez intéressant, je pense. Et ensuite, là, on peut encore faire des recherches et obtenir des détails sur les acquisitions. Et là, on voit qu'en effet, c'est pour des avions. Et on voit qu'il n'y a qu'une seule source, qu'il n'y avait pas de concurrent. C'était un contrat défini, déterminé, et les fonds étrangers viennent du financement militaire étranger. Alors prenons un autre exemple. Alors ici, on peut remonter dans le passé. Alors si quelqu'un du Mexique souhaite que je clique sur l'un ou l'autre point, n'hésitez pas. Comme vous pouvez le voir, il y a aussi Raytheon, Lockheed, c'est toutes les entreprises d'armement américaines. Alors Martha, Dave, ici, nous sommes au Mexique ici, n'est-ce pas? Oui. Alors dites-moi, qu'est-ce qu'on voit ici concrètement? Ce sont des entreprises américaines, donc ici Boeing, qui a un contrat du Pentagone pour produire apparemment des F-15 japonais au Mexique, c'est bien ça? Alors moi, journaliste au Mexique, si je vois ça, je me pose des questions et j'appellerai le ministère, le Pentagone avec ce numéro de contrat et je poserai des questions, en effet, oui. Mais David, à vrai dire, je pense que ce filtre a mal filtré et là, c'est bien mieux. Regardez, plutôt. Ici, vous voyez des contrats bien plus actuels. Regardez donc. Alors ici, vous avez un contrat département d'État, 178 000 $ pour, les magasins pour animaux, les animaleries. Là, l'argent arrivera l'année prochaine et là, vous pouvez obtenir plus d'informations sur les bénéficiaires et on voit donc que c'est animalerie et que c'est pour les animaux. Ouais et donc là, équipement canin pour eau chaude et sécurité. Donc près de 200 000 $ ont été envoyés et maintenant, je vais prendre le prochain transparent. Donc là, on peut voir un autre projet à Miami pour la protection policière. Donc, il s'agit d'équipements de protection contre les émeutes. Donc là, vous pouvez voir des équipements de sécurité contre les émeutes, c'est bien cela? Protection policière. Et c'est là que l'argent des Américains va. Donc, il s'agit des équipements des agents de police, des gardiens de prison notamment. Donc, c'est un site très intéressant avec beaucoup d'informations. Et cela permet de voir, d'avoir de nombreuses données et de voir quelles sont les dépenses réelles du gouvernement américain.
Martha, je pense qu'il y avait des commentaires concernant Coca-Cola, des dépenses provenant du Nevada. Est-ce que... Oui, alors, voyons voir cela tout de suite. Retournons sur le site, faisons une recherche par mots-clés. Bon, je vais décocher Mexique, je coche tous les pays étrangers. Recherche par mots-clés avec Sierra Nevada. Donc, je pense qu'il s'agit d'une entreprise qui produit des boissons. Donc, voyons voir en détail. Donc, elle est basée à Sparks, dans le Nevada. Alors, l'agence qui est en charge est l'administration des services généraux. Et il s'agit d'une entreprise de logiciels. Alors, ça, c'est étrange. L'agence de financement était le ministère de la Défense. Donc, il s'agit de logiciels apparemment, publication de logiciels. Bon, je vais faire une autre recherche. Donc, ce que je suis en train de faire là, ça prend du temps et c'est ce qu'il faut faire, pousser des recherches plus avancées. Donc là aussi, il s'agit de logiciels et de télécommunications. Bon, bravo à la personne qui a repéré, c'est là, vous avez l'œil. Bon, je vais également vous parler du registre des lobbies, Lobbying Disclosure. Aux États-Unis, les entreprises et d'autres pays peuvent dépenser de l'argent pour faire un travail de lobby et convaincre les membres du Congrès et du Sénat d'adopter des lois, notamment. Et donc, sur ma feuille de calcul, il y a un lien vers le registre des lobbies. Et je demande souvent à des personnes venant d'autres pays s'ils disposent d'un outil similaire et ce n'est pas toujours le cas. Voilà. Aux États-Unis, on est censé s'inscrire sur ce registre. Si ce n'est pas le cas, on risque la prison. Et donc là, on peut cliquer sur les rapports d'activité trimestriels qui sont enregistrés dans ce registre et consulter toutes les données qui sont incluses afin de savoir quels sont les clients, quels sont les rapports qui sont publiés. Nous voyons toujours la page du site usaspending.gov. Merci de me l'avoir dit Martha. Donc, c'est notre collègue Eunice qui vient d'intervenir, qui nous aide pour ce webinaire. Est-ce que vous pouvez voir le registre des lobbies? Alors, comme je disais, il y a des rapports trimestriels sur cette page. Tout en bas de la page, il y a l'onglet Entités étrangères et là, vous pouvez sélectionner le pays de votre choix. Alors, moi, j'ai envie de savoir quelle était la situation en Ukraine. Donc, en plein milieu de cette situation chaotique, l'Ukraine essaie d'obtenir des financements de la part des États-Unis. Et pour obtenir ces financements, elle doit convaincre les membres du Congrès d'approuver ces dépenses. Et donc, je vais partager avec vous les rapports qui concernent l'Ukraine, afin de voir s'il y a du travail de lobbying effectué par l'Ukraine aux États-Unis. Alors, je filtre pour voir les registres les plus récents. Et là, on peut voir qu'il y a ce cabinet de conseil, Braunstein Hayat Farber Schreck.
Et le client est SCM Consulting Limited. Il y a également un autre cabinet, Hogan Lovells Up. Et avant 2022, il n'y en avait pas d'autres, si ce n'est un cas enregistré en 2019, 3 en 2018, mais on peut voir qu'en 2022, il y a eu une augmentation des cas enregistrés. Donc là, pour consulter le registre, il vous suffit de cliquer sur le lien et vous pouvez consulter le formulaire. Donc vous pouvez voir le nom de l'organisation, Braustein Hayat Farber Schreck, Washington DC. Il y a également les références d'une personne de contact avec le numéro de téléphone et l'adresse email. Alors, vous pouvez contacter la personne de contact afin d'obtenir des informations. Il y a également les informations du client, qui dans ce cas est SCM Consulting Limited. Et vous pouvez également obtenir le nom des personnes en charge du lobby. Dans ce cas, il s'agit de Samantha Carl Yoder, et cette personne s'adresse aux membres du Congrès, notamment. Et lors de ces réunions, eh bien, elle demande aux sénateurs et aux membres du Congrès d'avoir des informations pour avoir accès au marché financier aux États-Unis et pour avoir des informations sur les questions de visa. Donc, on peut supposer qu'elle souhaite que des Ukrainiens aient des visas américains et puissent avoir accès au marché américain. Alors, ensuite, on peut également consulter les entités étrangères. Et on trouve MedInvest, qui est une entreprise néerlandaise, ainsi qu'Azovstal, une entreprise ukrainienne. Vous en avez probablement entendu parler. Et si on descend, eh bien, on a d'autres informations, des informations complémentaires, avec un autre groupe de lobbying, Media Group Ukraine. On y trouve également l'adresse, une autre entreprise située à Mariupol et une autre située aux Pays-Bas. Alors, tout en bas de la page, il y a une autre entité étrangère supplémentaire, Ukr Telecom. Donc, si vous êtes en Ukraine et que vous vous demandez ce qu'essaie de faire votre gouvernement, en quoi il essaie de convaincre le gouvernement américain, eh bien, vous pouvez trouver ce genre d'informations sur ce site. Donc là, autre exemple, là, vous avez une autre personne de contact, numéro de téléphone, adresse email. Si vous contactez cette personne en lui disant « J'ai remarqué que vous avez enregistré une activité de lobby concernant l'Ukraine », eh bien, cette personne de contact vous répondra. Alors, les noms des lobbyistes sont également intéressants. Dans ce cas, le lobbyiste est Norm B. Coleman et on peut voir les postes qu'il a occupés par le passé. Donc, ce Norm B. Coleman a été sénateur américain entre 2003 et 2009. Cela signifie qu'il a beaucoup d'influence et qu'il connaît de nombreuses personnes au Sénat. Il était également membre du cabinet du sénateur Robert Menendez et il a également travaillé pour le caucus démocrate. C'est donc une personne qui a beaucoup d'influence. Alors, autre personne, notre lobbyiste, Jared R. Wessel. Généralement, ces personnes se retournent dans le domaine public et exercent leur influence auprès des membres du Congrès et du Sénat. Donc, ces personnes ont été engagées par North American Interpipe, qui est une entreprise qui produit des tuyaux notamment. Et cette entreprise demande de l'aide et a des relations avec le gouvernement afin d'avoir plus d'informations sur les relations commerciales et leur influence. On peut également essayer de voir quelles sont les lois qui sont concernées en fonction des pays. Donc ici, il s'agit d'Interpipe Ukraine, qui est probablement une filiale de l'entreprise américaine. Et là, on a également le nom d'un autre lobbyiste, Dean Kaplan. Alors, petite information, je n'ai aucun lien avec ce Dean Kaplan, dit David Kaplan. Donc, il s'agit de rapports d'activité trimestriels qui doivent être remplis, c'est bien ça. Et donc oui, les rapports que nous consultons sont des rapports trimestriels.
Martha, il y a 3 questions sur le sujet, dit Eunice. Donc, cette personne demande comment consulter un pays en particulier. Donc, ces rapports trimestriels sont très complets. On y trouve énormément d'informations, qui déjeune avec qui, etc. Je ne pense pas qu'il y a ce niveau de détail pour ce genre de rapport pour des pays étrangers. Donc, il y a cet onglet de recherche. Vous pouvez le voir sur le site. Il faut aller tout en bas, Foreign Entities et entités étrangères, et sélectionner le pays de votre choix. Bon, cette fois-ci, on va partir en Uruguay. Et on lance la recherche de rapports. Là, on peut voir qu'il y a 2 rapports pour l'Uruguay, et ce n'est pas surprenant. Merci. Alors, la deuxième question, la suivante, ces informations sont-elles toujours fiables ou ne sont-elles pas susceptibles de faire l'objet de manipulation, de corruption? Bien, de nombreuses personnes sont responsables de cela. Donc, ces informations sont-elles fiables? Oui. Sont-elles complètes? Non. Parce que d'autres personnes font du lobbying sans être reprises dans ces reports trimestriels, certes, mais il y a des personnes qui vont en prison si elles ne le font pas. Donc, cet outil n'est pas parfait, certes, mais les rapports qui sont publiés sont fiables. Et c'est une source d'information fiable. Donc, faisons une autre recherche. Bon, moi, j'ai une obsession avec le ton. Donc, j'espère que vous avez bien vu comment faire une recherche et avoir répondu à la question de la personne concernée. Y avait-il d'autres questions, Eunice? Oui. Quelle est la différence entre cette base de données et la base de données FARA? Donc, il s'agit de la base de données du... Alors, pour le FARA, il y a toutes les informations sur les personnes qui sont enregistrées pour représenter un pays. Mais sur ce lobbying disclosure, là, on a toutes les informations sur le travail de lobbying et les projets de loi en cours. Donc, parfois, il y a des informations communes entre ces 2 sites. Et il se peut que vous soyez un lobbyiste pour l'Ukraine, mais que vous n'ayez aucune activité en cours. Donc, sur ces sites, on a une base de départ pour obtenir des informations. Alors, autre question. À quoi pensent les membres du Congrès ou que font-ils dans mon pays? C'est une autre question qu'on peut se poser. Et sur le site congress.gov, eh bien, on peut obtenir des informations sur le sujet. Alors, on peut faire une recherche sur le Congrès actuel ou bien sûr tous les autres, et on peut également avoir différentes informations sur les membres, les nominations, la législation. Alors moi, je vais me concentrer sur le Congrès actuel. C'est là que on va se concentrer sur l'Afrique du Sud et voir quelles sont les lois qui ont été adoptées ou sont sur le point de l'être cette année et qui sont en lien avec l'Afrique du Sud. Alors, en Californie, du Comité des affaires étrangères a introduit un projet pour renforcer la collaboration et la coordination dans la lutte contre le Covid-19 en Afrique. Là, il y a le dossier du Congrès qui discute de propositions de dédommagement pour les Afro-Américains. Autre projet qui vise à
qui concerne les soins de santé. Donc, lorsqu'il y a cette lettre S suivie de chiffres, cela concerne le Sénat et le HR représente la Chambre des représentants. Donc, on clique sur le titre pour consulter le projet de loi. Là, on peut lire un résumé. Et donc, là, on peut voir que cela concerne les droits de propriété intellectuelle afin de faciliter la prévention et le traitement de la COVID-19. Alors, donc, qui essaient de développer des médicaments, des vaccins pour lutter contre la COVID-19 doivent pouvoir garder cela privé et garder leur brevet. Mais pour l'Inde et l'Afrique du Sud, l'idée est qu'il n'y ait aucune restriction. Et donc là, on peut lire qu'il y a plus de 600 nouveaux traitements en cours de développement, dont 130 vaccins en essais cliniques et 176 en essais précliniques. Alors, un élément important que l'on peut voir sur cette page, c'est qu'on peut suivre le processus d'adoption d'une loi aux États-Unis. Donc, tout d'abord, le projet est introduit, il y a plusieurs audiences. Ensuite, il est soumis au Sénat, à la Chambre. Et dans le cas de la Chambre, c'est l'inverse. D'abord la Chambre, puis le Sénat. Ensuite, elle est soumise au président. Et ensuite, le projet devient une loi. Et donc, cela signifie que tous les projets déposés ne deviennent pas forcément une loi. Donc, cette résolution pourrait être acceptée au sein de la Chambre. Bon, il y a d'autres éléments qui sont juste là à titre d'information, qui font l'objet de discussions. Alors, prenons un autre exemple. Imaginons que vous soyez dans un pays où il y a des albatros et d'autres oiseaux qui doivent être protégés. Alors, ouais. On peut voir qu'il y a un démocrate de Californie, Alan Demokel, qui s'intéresse aux albatros et à sa protection. Donc, si vous écrivez sur le sujet et que vous êtes au Cap, en Afrique du Sud, eh bien, vous pouvez contacter ce membre du Congrès pour essayer de le contacter et avoir plus d'informations. Et en ce qui concerne le lobbying, eh bien, vous pouvez voir qu'il y a du travail sur le sujet. Et donc tout ceci est public, voilà. Alors je pense que nous allons maintenant nous pencher sur les formulaires de divulgation, parce que le fait est que les fonctionnaires venant de vos pays aux États-Unis doivent faire part de leurs finances. Et donc, ils doivent faire part de ce dans quoi ils investissent, ils doivent faire part de leurs actions, de leurs comptes en banque. Et ici, vous pouvez donc, sur le bureau d'éthique du gouvernement américain, cliquer sur accéder aux documents d'éthique et là, tout à fait à droite, voir les rapports individuels. Là, vous devez cliquer sur cette bannière et donc reconnaître que vous ne faites rien d'illégal, descendre sur cette page et puis utiliser ce filtre. Alors, le site web est assez lent. Là, on met l'Islande.
Attendons un instant. Est-ce que vous avez des questions pour l'instant? Alors j'imagine qu'il faut attendre un petit instant pour que le site web réagisse. Alors, je vais vous l'avouer, pour moi, ce site web est un peu compliqué apparemment. Il dit qu'il n'y a pas de résultats. Si, si, il y a des résultats. J'imagine qu'il faut attendre quelques minutes. Bon, l'autre site web que je voulais vous montrer, c'était celui qui permettait de voir qui de mon pays travaille où. Et cela peut se faire grâce à My Visa Jobs, une entreprise privée qui utilise la loi sur la liberté d'information pour checker les visas. Et là, on peut avoir beaucoup de détails sur différents types de visas. Alors là, je vais utiliser la carte verte. Alors là, je vais mettre l'Inde parce qu'il y a beaucoup de green card dans la Silicon Valley. Et hmm, ici, on peut voir en 2022 combien de citoyens indiens ont reçu une carte verte aux États-Unis et où ils travaillent. Alors, Amazon.com est le plus grand employeur, suivi de Microsoft, ensuite Infosys, Tata Consultancy Services, qui les embauche, et ensuite les sous si je puis dire, à des entreprises dans la technologie. Et donc, ils sont embauchés pour des boulots dans la technologie, comme vous pouvez le voir. Et là, on peut voir qu'un individu particulier, voilà, peut être retrouvé là. Et là, on voit donc que Walmart a donné tel type de salaire, 133 000 dollars en moyenne. Là, vous voyez qui a demandé le visa à Walmart. Ce sont donc des cartes vertes H1B et le salaire moyen était de 125 000 dollars. Et vous voyez donc également les différents liens. Et je peux aussi voir, par exemple, qui travaille à la Silicon Valley. Donc là, je clique sur San Jose. Et là, je peux filtrer par type d'emploi. Ici, on voit ingénieur logiciel. Et là, par exemple, on peut voir eBay et combien les gens gagnent chez eBay. Là, on est à 160 000 dollars. Et les personnes qui ont embauché donc ces travailleurs concrètement. On peut comparer différents pays, différentes régions. Est-ce que vous voulez que je choisisse un autre pays ici? Je pense que quelqu'un avait dit la Russie. Ah oui, intéressant, pourquoi pas. Alors, on va voir 2021, la Russie maintenant. Encore des boulots dans la tech. Il y en a bien moins, moins de 100. Alors, qui travaille chez Google? Ici, on voit qui donc chez Google est chargé d'obtenir le visa. Là, on voit les visas H1B, les cartes vertes et les salaires moyens. Comme vous pouvez le voir, il y a eu 4 rejets pour ce qui est de la Russie. Et là, on voit tous les Google. Et on voit d'où viennent tous ces travailleurs de Google. Ils viennent de Chine, d'Inde, d'Australie, de Corée du Sud. Il y a aussi quelqu'un qui nous vient tout droit de Nouvelle-Zélande. Et les gens sont intéressés par l'Égypte, la Suisse, la Nouvelle-Zélande. Alors, il y en a très peu, comme vous pouvez voir, d'Égypte.
Alors là, il y a une nounou, il y a un médecin aussi, c'est intéressant. Alors, une nounou, c'est peut-être un peu curieux. Sayed Saad Ali, nounou. Hmm, c'est peut-être possible, pharmacien. Quelques médecins tout de même. Euh, alors, peut-être dans une région plus éloignée où il est difficile de trouver des médecins, aussi Missouri, Washington. Euh, médecin à l'hôpital. Ah. Et il y avait un autre pays qui avait été mentionné. La Suisse et l'Afghanistan. La Suisse et l'Afghanistan. Alors, on pourra faire l'Afghanistan, mais là, on va y passer une journée, je pense. Ça va être intéressant. Et alors, quel type d'article peut-on espérer écrire en faisant des recherches sur ces visas? Eh bien, vous savez, pour ce qui est des travailleurs dans la technologie venant d'Inde, qui sont dans la Silicon Valley, on a vu les beaux salaires qu'ils ont, mais in fine, ils renvoient tout cet argent à la maison. Alors, quid de toute cette communauté en Inde qui dépend d'un étudiant ou d'un érudit qui est doué en technologie qui vit aux États-Unis. On pourrait écrire un article de cet acabit et aussi parler de la situation de l'éducation, de l'enseignement en Inde, où c'est toujours la course vers l'avant et qui encourage toutes et tous à obtenir ces diplômes pour ensuite décrocher ces emplois. Mais pour faire cela, il faut des données. Et là, justement, vous avez des éléments tangibles qui vous permettent d'aller plus loin et de ne pas juste faire un papier anecdotique, mais de faire un papier factuel et dire voilà ce qu'il en est. Ensuite, si vous voulez parler de la Silicon Valley, eh bien, il est possible de voir que ces travailleurs dans la tech vivent neufs dans une maison parce qu'il est très cher de vivre ici. Et le fait est que ces gens ne peuvent acheter une maison pour quelques millions de dollars. Et donc, 160 000 dollars, ça peut sembler être beaucoup, mais quand on se rend compte du coût de la vie ici, eh bien, au final, c'est dérisoire. Et au final, les gens ont presque du mal même à joindre les deux bouts malgré ces montants. Les médecins égyptiens, c'est intéressant et on pourrait peut-être appeler ces hôpitaux et retrouver ces médecins, les systèmes, le système plutôt de soins de santé américain. Et est-ce il y a une pénurie de soignants, notamment dans les communautés rurales, et donc les médecins de vos pays pourraient être appelés à venir ici. Et le fait est qu'il pourrait y avoir une fuite des médecins de vos pays vers le nôtre. Et là, justement, vous pouvez aussi trier par catégorie et par exemple choisir le secteur des soins de santé et voir combien de personnes venant des soins de santé de tel ou tel pays sont aux États-Unis. Pour moi, c'est très intéressant et cela peut vous donner quelques pistes à creuser. Alors, ce site web myvisajobs.com, dans quelle mesure peut-on lui faire confiance? Et ensuite, est-ce que cette base de données est exhaustive? Est-ce qu'elle inclut toutes les cartes vertes ou pas? Alors, ce site est des plus exhaustifs. Il y a des recherches qui sont faites sur réellement toutes les plateformes des services américains de l'immigration. Alors, pour ce qui est de l'Afghanistan 2022, pas une très belle image. Là, il y a quelques cuisiniers, un travailleur dans la construction, mais je voudrais comparer ça cette année à 2015 à 2019. Et là, bien entendu, on a plusieurs années, mais et comme vous pouvez le voir, il y a très peu de cartes vertes qui ont été octroyées. Les gens venant d'Afghanistan ont bien plus de chances de décrocher un autre type de visa. Ici, c'est des visas pour le boulot. Et le fait est que les Afghans risquent davantage d'obtenir un visa ou un statut de réfugié ou de la protection internationale. Voilà. Et ici, vous voyez qu'il y a un citoyen afghan qui travaille dans le domaine médical à l'hôpital, un médecin qui a décidé de travailler ici. Ici, un artiste en sandwich, est-il écrit? Alors, dans l'intérêt du temps, je vais continuer ma présentation. Euh,
Alors, oui, maintenant je voudrais vous montrer une autre source que j'utilise très souvent, sur laquelle on me pose beaucoup de questions et qui est absolument fabuleuse, importgenius.com. Alors, il faut se connecter pour utiliser ce site web et donc, voilà, ici je me suis connecté à mon compte. Si vous envoyez un courriel vers un autre site web et que vous devez ou si vous envoyez plutôt, un courrier ou un colis vers un autre pays, et eh bien, tout cela passe par des douanes et donc, partant, cela peut se retrouver sur cette plateforme. Toutes ces données sont collectées, donc si jamais vous avez envoyé un t-shirt, un colis, quoi que ce soit à l'étranger, ça se retrouve ici. Moi, j'ai beaucoup utilisé cet outil pendant la pandémie. Mmh, je voulais analyser les risques de pénurie et voir aussi ce qui venait, par exemple, de Xinjiang aux États-Unis. Et comme vous pouvez le voir, on peut aussi analyser les données venant de bien d'autres pays, tous ceux qui sont à l'écran. Et vous pouvez demander également à l'équipe commerciale d'Import Genius de fournir plus d'informations. Alors là, je vais faire une recherche pour les États-Unis pour cette démo. Alors voilà, là, on va avoir un beau résultat. On a des résultats jusqu'à il y a 2 jours, avec tout ce qui est rentré et sorti des États-Unis. Parce que oui, ici, je me suis penché sur les importations, mais on peut aussi regarder les exportations. Grâce à cet outil, j'ai pu démontrer que les gens qui sont dans des camps de redressement forcé sont forcés de produire des choses, notamment des extensions de cheveux humains importés aux États-Unis. Et on peut toujours suivre ce qui vient des conteneurs maritimes. Le rail et l'aérien ne sont pas couverts et c'est assez flou, mais Import Genius travaille là-dessus. Alors, ici, on peut toujours voir davantage de détails. Ici, vous voyez une entreprise, CoFoods, à Dublin, en Californie, qui importe des Golden Pompano, donc j'imagine que c'est des fruits de mer, dit madame. Hmm. Et là, la tierce partie, c'est souvent un intermédiaire. Et là, vous voyez également l'entreprise qui a envoyé cela. Et on voit que c'est un atelier. Un atelier qui dit atelier dit attention. Parfois, on a une adresse concrète et cela permet alors de regarder les images satellites. Là, on voit les détails produits. On voit que donc cela a été transporté par conteneur réfrigéré. Et parfois, il y a également des marques sur le paquet que l'on retrouve ici, des marquages. Et donc, si moi je fais une enquête pour savoir ce qui est importé de Xinjiang aux États-Unis, eh bien, je peux aller là et ensuite contacter ces entreprises. Et il est possible d'aller frapper à la porte de ces importateurs et ce faisant, découvrir des importateurs de seringues. euh, et donc, ainsi, j'ai pu découvrir qu'il y avait un importateur de seringues qui vivait à San Francisco dans un tout petit appartement et il a joué un rôle crucial pendant la pandémie de COVID-19. Mm. Euh, alors, penchons-nous maintenant sur le Venezuela. J'ai un collègue, Joshua, qui travaille beaucoup sur le Venezuela et il a son propre compte. Et on a tendance à faire ses recherches. Alors, c'est quoi ça? Il faut à chaque fois cliquer ligne par ligne, hein. Moi, j'ai fait un gros projet plus tôt cette année où j'ai analysé tous les items venant de Russie et envoyés aux États-Unis depuis le déclenchement de la guerre. Des milliers d'envois depuis l'invasion de l'Ukraine. Et comment est-ce que j'ai pu faire ça? Eh bien, parce qu'en réalité, j'ai été confiné pendant 20 jours à cause de la COVID-19 et cela m'a permis de passer le temps. Et ici, on a une entreprise suisse. L'intermédiaire, cela serait donc une entreprise aux Pays-Bas
Et là, par contre, on ne sait pas qui a envoyé cet article. Les données ne sont pas disponibles, mais on peut néanmoins analyser le numéro de conteneur. On voit qu'il y a du gaz liquéfié, produits chimiques dangereux. Et la seule raison pour laquelle le Venezuela figure là, eh bien, c'est parce que il y a eu, oui, en effet, toutes des considérations juridiques. Et là, ça dit, on peut envoyer tout cela, sauf vers l'Europe, le Venezuela, le Bangladesh. En réalité, le Venezuela n'a pas été impliqué. C'est pourquoi il faut tout passer ligne par ligne. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est la crème de noisette. Et là, on voit que cela vient d'Istanbul, pardon, que la tierce partie, l'intermédiaire est au Venezuela. Et là, vous pouvez donc voir comment fonctionnent les importations. Comment, en effet, une entreprise turque envoie ses noisettes en passant par le Venezuela aux États-Unis, ou plutôt dans le sens inverse, au Venezuela par les États-Unis. Et là, vous avez l'adresse du Venezuela, l'entreprise à Istanbul. Voilà. Et ici, vous voyez donc que cela vient des Émirats arabes unis, que cela passe par les États-Unis. Et donc, quelqu'un des Émirats unis a envoyé une Toyota Land Cruiser. Vous avez les détails. Aussi une moto et aussi une Suzuki. Plusieurs véhicules donc envoyés des Émirats au Venezuela. Alors, il y a 3 autres questions. Tout d'abord, est-ce que vous pourriez voir les orchidées importées par les États-Unis? Les orchidées. Alors, il s'agit plutôt d'une question de coût. Combien coûte le service Import Genius et y a-t-il des réductions pour les journalistes? Alors, il y a des réductions et parfois il y a des accès gratuits qui sont fournis à des journalistes. Donc l'entreprise est consciente de la valeur que représentent ces données pour les journalistes. Cela nous permet de retracer tous les intervenants de la chaîne logistique. Alors, pour les orchidées, il y a différentes langues, différentes entreprises. Le terme peut apparaître dans de nombreux cas, mais prenons cet exemple avec cette entreprise. Donc, l'entreprise est Taiwan Sugar Corporation. Bon, cette adresse se situe à 1 heure de chez moi, en Californie. Donc, ces orchidées doivent être conservées à une température de 19 degrés. Donc, c'est un cas très intéressant. Merci de l'avoir mis en avant. Donc, à Aromas, on nous dit que ce sont des orchidées qui poussent localement, mais quand on voit ces données, c'est assez ironique. Alors, un container contient 613 cartons d'orchidées qui viennent tout juste directement de Taïwan. Donc, on nous dit que ce sont des orchidées qui poussent localement, mais ce n'est pas vraiment le cas. Je vais d'ailleurs en parler à ma mère. Alors, troisième question. Pourquoi ces données ne seraient-elles pas incluses dans la base de données? S'agit-il de règlements qui sont les mêmes pour l'importation? Y a-t-il des formulaires à répondre? Alors, la loi sur la transparence est très vieille. Elle date des années 30 et toutes les entreprises telles que Walmart, Intel, Amazon font actuellement pression auprès du Congrès et des autorités de protection des frontières afin de mettre fin à cette loi sur la transparence concernant
les navires. Mais cette loi n'a pas été bloquée car cette loi de 1930 spécifie que ces données doivent être publiques. Et la loi Terrafact a été publiée avant que les marchandises soient déplacées par les airs. Par le passé, les marchandises circulaient principalement sur des navires. Et donc, nous espérons que cette transparence se poursuive et que la société de presse et d'autres organisations de journalistes, d'ailleurs David le sait très bien, font pression pour que de plus en plus de données soient disponibles. Oui, il est important que ces données restent publiques, restent accessibles au public, car il y a de nombreux articles qui peuvent être écrits en se basant sur ces données. Les chaînes d'approvisionnement sont mondiales aujourd'hui. Il s'agit de la nourriture que l'on mange au petit déjeuner, des médicaments que nous prenons, des jouets que nous offrons à nos enfants. Toutes ces marchandises sont transportées dans le monde entier. Il est très important d'avoir des informations. C'est ainsi que des cas ont pu être révélés, des cas d'esclavage pour la pêche. Donc, est-ce que vous utilisez Import Genius, Martha, pour vos articles? Oui, évidemment. Nous n'aurions pu faire aucun de nos grands articles sans ce genre de données. Alors, nous avons notamment appris que des travailleurs étaient morts dans des entreprises en Inde. Donc, à de nombreuses reprises, nous avons pu révéler des affaires grâce à ces données, notamment avec des centres de redressement forcé dans certains pays. Cela nous permet d'en savoir plus sur le travail forcé utilisé par des entreprises aux États-Unis et ailleurs. Donc, cela nous permet de faire notre travail et de pouvoir demander des comptes aux personnes qui ont le pouvoir et de ne pas fermer les yeux sur ce qui se passe dans d'autres pays, non. Alors, Martha, nous arrivons à la fin de de ce webinaire. Je ne sais pas si vous souhaitez dire autre chose. Ah oui, j'ai encore beaucoup de choses à dire, mais s'il y a des questions, je serais ravie d'y répondre. Eunice, est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, il y en a eu beaucoup de questions, et notamment concernant l'aide étrangère. Quels sont les signaux qu'il faut chercher lorsque l'on parle d'aide étrangère? Et pour rebondir sur cette question, l'un des outils que j'utilise depuis de nombreuses années, ce sont les audits du USAID et d'autres programmes nationaux. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose sur le sujet? Donc là, vous pouvez voir l'Office of Inspector General. Donc là, il y a des informations. Et on peut retrouver des signaux d'alarme qui concernent l'aide étrangère. Donc, voyons ce qui s'est passé en Ukraine. Donc là, il y a eu une enquête sur l'argent dépensé par USAID dans plusieurs pays. On peut obtenir différents détails. Là, on peut voir l'argent dépensé pour des ONG ou des sous-traitants. Donc, lorsque les États-Unis disent qu'ils dépensent, qu'ils envoient de l'argent en Ukraine, ce n'est pas toujours le cas. Parfois, cet argent est envoyé à des organisations internationales qui ensuite dépensent cet argent pour acheter des choses pour l'Ukraine. C'est notamment le cas du Programme alimentaire mondial. On peut voir également qui s'est rendu sur place et où exactement. Là, on peut voir les plaintes qui ont été déposées. Il y a eu des cas de vol, de conflit d'intérêts, un problème de programme lié au conflit militaire. Il y a également des résumés des affaires et des explications de chaque accusation. En avril 2022,
des informations ont été reçues concernant un vol de marchandises à Lviv, en Ukraine. Cette affaire a été transmise à USAID. Alors, je n'ai pas plus d'informations sur le sujet. Et donc, on a une autre question, pour savoir si ces données peuvent être, si ces plaintes peuvent être déposées par tout le monde. Oui, tout le monde peut faire une demande. Donc, au bas de la page, il y a des liens vers toutes les agences. Bon, il n'est pas nécessaire d'être un citoyen américain pour déposer une telle demande. Sur notre site, il y a un guide et nous allons vous expliquer comment l'utiliser. Vous y trouverez de nombreux sites qui peuvent vous être utiles. Donc, en bref, tout le monde peut envoyer une demande au département d'État. Oui, le GIGN peut évidemment vous aider si vous souhaitez déposer plainte ou envoyer une demande d'information. Donc, lorsque moi je dois envoyer des demandes, la principale obstacle, c'est trouver des personnes pour traduire les documents. Pour moi, j'ai des collègues dans plusieurs pays. Je peux le faire grâce à ces collègues et le GIGN peut m'aider grâce à son réseau. J'ai dû envoyer une demande dans plus de 100 pays. J'ai reçu des réponses surprenantes et s'il s'agissait d'une affaire de terrorisme, je voulais obtenir des informations et j'ai appris que de nombreux gouvernements utilisaient leurs lois sur le terrorisme afin d'empêcher des personnes de s'exprimer publiquement. Par exemple, en Turquie, si vous vous exprimez en kurde, cela peut être considéré comme un acte de terrorisme. Donc oui, c'est une bonne question. Vous pouvez adresser votre demande et il s'agit d'un formulaire qui doit être envoyé en ligne. Alors, concernant le site du département d'État, si je souhaite vérifier la contribution du USAID au Pérou, et en particulier le projet d'investissement sur la transparence, quelle page devrais-je explorer? Alors, moi, je commencerai par la page sur l'aide étrangère, mais je peux également appeler directement le service des médias des aides étrangères. Donc, vous recevrez une réponse. Cette réponse ne sera peut-être pas très intéressante, mais si vous posez une question spécifique concernant un programme bien précis, eh bien, une réponse sera préparée pour vous par le service concerné. Mais il faut toujours fixer un délai pour obtenir cette réponse, même si vous n'en avez pas fixé un délai. C'est plus efficace. Autre question? Alors, il y a ce site qui dispose d'un programme d'information. Et là, vous pouvez trouver une liste de sanctions. Donc, vous pouvez voir l'URL du site en haut de la page. Et là, vous trouverez différentes listes de sanctions. Bon, moi, j'utilise la fonction de recherche du site. Il y a plusieurs listes disponibles. Il y a Et en fonction de la liste que vous choisissez, vous pouvez passer à côté de certaines informations. Donc, j'utilise toutes les listes pour mes recherches. Bon, ce n'est pas l'idéal, mais choisissons un pays, par exemple l'Afghanistan. Et il y a 73 résultats d'individus ou d'entités qui ont fait l'objet de sanctions en Afghanistan. Vous pouvez sélectionner un résultat, cliquer dessus et vous obtiendrez plus de détails. Donc ça, c'est la réponse rapide et vous avez des informations transparentes. Alors, autre question, quelles sont les meilleures sources d'informations sur les dépenses militaires américaines? Alors, c'est repris sur notre article, la fiche conseil, j'en ai pas parlé aujourd'hui, mais il y a des sites très intéressants. Et sur le site, vous trouverez
les systèmes d'armes spécifiques envoyés par les États-Unis dans mon pays. Il y a notamment le recensement américain des données sur les produits de technologie avancée. Alors, il y a un autre lien. Ce lien figure dans la fiche conseil et vous y trouverez différentes informations. Il y a également des informations sur la formation et je me suis notamment utilisée de cette ressource pour mon article sur le Honduras lorsque la police a tué un enfant de 14 ans. Alors, j'ai pu accéder à ce site et j'ai obtenu des informations indiquant que cette unité de la police avait été formée aux États-Unis. Alors, généralement, il y a 1 an ou 2 de retard dans les informations disponibles sur ce site, mais cela permet d'avoir plus d'informations sur l'argent qui est dépensé en formation et en armes par les États-Unis. Alors, il y a une question concernant le Royaume-Uni. Il y a eu de nombreuses inquiétudes, préoccupations concernant l'influence des groupes de réflexion au Royaume-Uni. Alors, ces groupes de réflexion bénéficient de financements américains qui ne sont pas liés au gouvernement, mais ce n'est pas transparent. Il n'y a aucun outil d'enquête juridique disponible au Royaume-Uni. Donc, comment obtenir des informations afin de savoir quelle est l'influence de Washington? Alors, il y a ce site, GuideStar. J'ai obtenu des informations assez bizarres concernant la Suède en consultant ce site hier. Et je suppose que c'est également le cas pour le Royaume-Uni. Alors, il y a cette fondation donc, qui dit être une ONG aux États-Unis, mais elle ne fait qu'investir dans des actions aux États-Unis. Ils ont créé une fondation à but non lucratif, il n'y a donc pas d'impôt. Cette entreprise est basée à Stockholm. Et on peut consulter les fiches d'impôt de cette entreprise car elles sont publiques. On peut voir les entrées d'argent, les recettes de la fondation. Et on peut également voir quelles sont les compensations des cadres, des directeurs. Donc là, il y a le PDG qui gagne 198 582 $. Et ce salaire n'est pas taxé car il s'agit d'une organisation à but non lucratif. Car ce type d'organisation doit être bénéfique pour la société. Mais bon, c'est un cas qui m'a interpellée car il y a de nombreuses incohérences. Donc, je vais m'arrêter là car le temps presse. Donc, on nous a parlé d'ONG. Comment étudier les activités des différentes ONG américaines, par exemple? Alors, l'UNSAID est une organisation gouvernementale. Il ne s'agit pas d'une ONG. Il y a de nombreuses informations disponibles, mais ces dernières années, cette organisation est devenue de moins en moins transparente et on se demande pourquoi c'est le cas. Vous avez parlé de NED. National Endowment of Democracy, donc je vais faire une petite recherche. Pour obtenir plus d'informations, de savoir combien d'argent est dépensé. Alors, là, vous pouvez voir les sommes concernées, quels sont les actifs, et on peut également consulter la fiche d'impôt et voir comment l'argent est dépensé et d'où vient l'argent. Bon, il faut lire attentivement ce formulaire. Le lire attentivement, bien. Et au fur et à mesure, bien, vous obtiendrez des informations granulaires, mais il ne faut pas se précipiter pour lire ce genre de document. Est-ce que je peux intervenir? Dit David. Alors oui, nous arrivons à la fin de
de ce webinaire. Martha, est-ce que tu peux nous parler de toutes les choses dont nous n'avons pas parlé? Donc, lorsqu'on est un journaliste aux États-Unis, on a accès à de nombreuses informations. Si vous parlez des tribunaux, des municipalités, vous pouvez avoir accès à une mine d'informations, de données. Vous avez accès aux informations des entreprises, aux informations immobilières. Il y a des bases de données en ligne qui fournissent toutes ces données. Et donc, ce sont des données qui peuvent être vérifiées. Oui, bon, c'est lorsque j'ai commencé à travailler dans d'autres pays que j'ai pris conscience de la réalité. Bon, toutes les propriétés de Donald Trump, aux États-Unis, eh bien, toutes ces données sont disponibles. Bon, si vous êtes un journaliste bolivien et vous souhaitez savoir s'il y a des Boliviens qui sont enregistrés dans le système pénal américain, vous pouvez obtenir les informations des affaires devant le tribunal, quand cette personne a été emprisonnée. Donc, vous avez accès à une mine d'informations. C'est la raison pour laquelle nous avons développé cet outil et j'aurais aimé vous en parler plus en détail, mais je pense qu'il est possible de savoir ce qu'il se passe dans votre pays. Par exemple, en Honduras, vous pouvez obtenir des informations grâce aux bases de données américaines. Oui, nous l'avons vu. Il y a des registres qui doivent être remplis de manière régulière. Oui, en effet, des entreprises sont obligées de remplir certains documents des registres et vous pouvez être emprisonné si vous ne respectez pas cette règle. Donc oui, ces informations sont très fiables. Bon, j'ai l'impression que ce n'est que le début de notre conversation, car il y a énormément de choses à dire. Et plus de 150 personnes ont été en ligne pour assister à ce webinaire. Donc, j'aimerais voir s'il y a des commentaires. Bon, je sais que l'heure est différente, mais en fonction de l'endroit depuis lequel vous vous connectez. Et j'admire votre intégrité, votre travail, votre implication et je pense que nous devons nous serrer les coudes et nous entraider. Oui, évidemment, je te renvoie le compliment, Martha. Tu n'es pas seulement une brillante journaliste, mais tu es une personne très érudite. Tu es un journaliste, une journaliste qui se bat pour les bonnes causes, qui mène les enquêtes nécessaires. Martha a participé à l'une de nos conférences sur la traite des êtres humains. Et nous avons appris énormément de chances et de nombreuses générations ont été touchées et marchent dans tes traces. Merci pour ta contribution, Martha. Alors malheureusement, nous n'avons plus beaucoup de temps. Alors, avant de clôturer, j'aimerais remercier l'équipe du GIGN et les interprètes. Merci pour leur travail. David. Merci au public pour ces questions très intéressantes. Et encore une fois, un grand merci à notre invitée Martha Mendoza de la Société de Presse. Alors, surtout, n'hésitez pas à suivre notre compte Twitter, @GIGN, ainsi que notre site pour avoir plus de détails sur nos futurs événements. Un webinaire est prévu le 3 novembre prochain sur les violences sexuelles liées au conflit. Ça promet d'être très intéressant. Alors, encore une fois, merci à toutes et à tous. Prenez soin de vous. Continuez à mener des enquêtes et à très bientôt. Au revoir.